qui appelait à toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils libyens contre les forces de Mouammar Kadhafi. Le 2 février 2011, la Libye a basculé vers le pire. D'autres pays arabes tels que la Tunisie, l'Égypte et le Yémen, au cours des mois précédents, avaient connu des troubles politiques. Les médias occidentaux ont rapidement qualifié ces soulèvements de printemps arabe. Ils ont pris pour acquis qu'il s'agissait d'une sorte de révolution contre la répression et les dictatures. Je suppose qu'un meilleur nom serait l'automne arabe. Quoi qu'il en soit, le déclencheur des émeutes a commencé en Tunisie avec le suicide d'un pauvre vendeur ambulant qui s'est immolé par le feu parce qu'il ne supportait plus le harcèlement constant de la police locale. Au Caire, en revanche, les manifestations sur la place Tahrir contre le gouvernement de Moubarak provenaient des plus jeunes qui blâmaient la corruption et le chômage. La grande majorité des gens avaient 3 demandes simples: justice sociale, travail et la possibilité de mener une vie normale. En Libye, la situation était initialement la même, mais les raisons qui ont conduit à la guerre civile étaient assez différentes. En 2011, la Libye avait une situation politique très distincte de la Tunisie et de l'Égypte. Bien que dirigée par un leader autoritaire et très contesté, Mouammar Kadhafi. La petite population de la Libye, seulement 6 millions de personnes, bénéficiait d'un niveau de vie décent, meilleur que l'on aurait pu penser, même mieux que le Yémen ou le Liban. L'industrie pétrolière et gazière avait absorbé la plupart de la main-d'œuvre qualifiée et des gens, permettant au pays de profiter de la plupart des bénéfices. Comment cela était-il possible? Simple. Avec un contrôle strict de Kadhafi. Gardant un contrôle étroit sur les questions politiques et économiques par le biais d'un système de loyauté construit au fil des ans avec des alliances, du népotisme et de l'argent, il est resté au pouvoir pendant une période extraordinairement longue à partir de 1969. Cette année-là, Kadhafi, ou comme on l'appelait, le Ray, proclama par un coup d'État le début de la République arabe de Libye. Après avoir survécu à plusieurs attaques des États-Unis dans les années 80, Kadhafi a progressivement normalisé ses relations avec l'Occident. Et au début des années 2000, il était considéré comme un chef d'État coriace. Certains dirigeants européens le toléraient même tacitement en lui disant « Ne nous posez pas de problème avec les migrants, et nous vous laisserons tranquilles ». À cette époque en Libye, il n'y avait pas de manifestations significatives, et la contestation populaire se limitait à quelques éléments extrémistes. Quoi qu'il en soit, les soulèvements en Tunisie et en Égypte avaient convaincu l'un des pays du Golfe arabe, le Qatar, qu'il était possible de renverser le pouvoir de Kadhafi de l'extérieur en s'appuyant sur l'aide de forces islamiques modérées en Libye. L'émirat du Qatar se présentait au monde comme un pays favorable à la chute des dictatures nord-africaines afin de gagner une zone d'influence dans la région. La raison était assez simple, se démarquer et l'emporter sur son ennemi juré, l'Arabie saoudite. Alors que l'Arabie saoudite protégeait traditionnellement les forces islamistes radicales et ultra-conservatrices comme les wahhabites et les salafistes, Doha soutenait et finançait des groupes islamiques fondamentalistes plus modérés et activement engagés, comme les Frères musulmans en Égypte, un groupe marginal que l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis considéraient toujours comme une menace existentielle. Le 16 et 17 février, également appelés les jours de colère, furent totalement inattendus, surtout aux yeux de nombreux analystes qui savaient que la Libye était l'un des États les plus stables de la région. Même Kadhafi a été pris au dépourvu et a réagi avec confusion. Tout a commencé dans l'Est, en Cyrénaïque, dans la ville de Benghazi. Il était très clair que les événements qui se déroulaient dans l'Est de la Cyrénaïque étaient quelque chose de différent d'une simple révolte et bien plus complexe qu'une simple insurrection locale. Cela a été prouvé par des faits tels que les actions coordonnées et la grande disponibilité d'armes qui circulaient, des éléments qui démontraient clairement la présence d'un plan à la base de tout. Il ne faut pas sous-estimer les réactions rapides de certains gouvernements européens, en particulier la France et le Royaume-Uni, qui ont instantanément soutenu les rebelles. Plus précisément, l'ancien président français Nicolas Sarkozy avait été convaincu par son conseiller personnel et ami, Bernard-Henri Lévy, qu'en Libye, avec l'avènement du prétendu printemps arabe, il existait une opportunité pour renverser également Kadhafi, une opportunité qui aurait pu offrir à la France un accès à un marché très riche, tant dans le secteur de l'énergie que militaire. À la télévision, dans les journaux et à la radio, un récit a commencé à se répandre autour de la crise libyenne, basé sur la logique que le régime de Kadhafi réprimait dans le sang une révolte pacifique et populaire. Ce récit a commencé à se propager depuis le Qatar,
qui diffusait des images de violence, de destruction, de colère et de mort de manière systématique, au point de convaincre l'opinion publique européenne que Kadhafi avait déclenché un massacre dans le but de maintenir son pouvoir et ses privilèges. Les médias qataris décrivaient comment l'armée de l'air libyenne bombardait de manière indiscriminée les zones urbaines de Cyrénaïque, créant des milliers de victimes parmi les civils. De plus, les médias parlaient de mercenaires payés par Kadhafi qui étaient munis de Viagra et étaient accusés de pillage et de viol contre la population, ce qui n'était en réalité pas du tout prouvé. Alors que vous regardez les vidéos ce soir et que vous regardez les programmes ce soir, demandez-vous ceci. Qui croyez-vous ? Les paroles d'un dictateur ou vos propres yeux et oreilles ? Ironiquement, cependant, la plupart des Libyens ont refusé de participer au soulèvement. Ils craignaient essentiellement des représailles du régime. Leur passivité a permis aux troupes de Kadhafi de reconquérir la majeure partie du pays en quelques semaines et de se diriger rapidement vers Benghazi pour écraser la rébellion une fois pour toutes. Face à une défaite presque certaine, les rebelles de Cyrénaïque ont demandé l'intervention militaire de l'Occident. En mars de la même année, une OTAN hésitante, ainsi qu'un États-Unis encore plus réticent, ont été impliqués dans une brève mais significative mission, l'opération Odyssey Dawn. L'armée de l'air libyenne a été anéantie et les forces de Kadhafi ont été stoppées avant d'entrer à Benghazi. Selon des sources non officielles, il y aurait eu un accord entre l'OTAN, les Émirats arabes unis et le Qatar avant de lancer l'attaque, un accord signé seulement un jour avant que le Qatar ne reconnaisse la nature officielle du CNT, le Conseil national de transition contre Kadhafi. Selon certains, la participation des Émirats arabes unis en Libye, par exemple, permettrait à Abu Dhabi de renforcer ses relations stratégiques avec la France, tandis que d'autres disaient que le Qatar était enclin à accepter car il pourrait bénéficier d'un accès exclusif à certaines des réserves de pétrole libyennes, qu'il pourrait négocier au nom du nouveau gouvernement libyen qui se serait constitué après Kadhafi. Mais le Qatar n'était pas la seule voix dans le secteur pétrolier. Déjà en avril 2011, des entreprises françaises avaient exprimé leur volonté de s'implanter dans le pays. Comme révélé par le département d'État en 2016, certains courriels trouvés dans les serveurs de Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine et partisane ouverte des soulèvements, faisaient référence à de prétendus vols humanitaires français vers la Libye auxquels des groupes de dirigeants de deux grandes entreprises françaises, Total et Dexia, avaient en réalité participé. Comme l'a indiqué un proche conseiller de Clinton dans l'un de ses courriels, les agents du renseignement français avaient décrit l'intérêt de Sarkozy pour la Libye comme étant basé sur le désir d'obtenir une plus grande part de la production pétrolière. Kadhafi ne s'était pas bien comporté envers les Occidentaux. Kadhafi avait d'abord réagi en interrompant toute collaboration avec les compagnies pétrolières occidentales en Libye pour protéger ses champs, ce qui avait entraîné une augmentation de 30% du prix du gaz naturel. Cela avait, bien sûr, profondément inquiété les principales puissances énergétiques, en premier lieu la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. D'autre part, comme l'a officiellement déclaré Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, il était juste et logique que les entreprises françaises puissent défendre leur position et bénéficier de la guerre en Libye. Selon le journal français, les spéculations sur les véritables motivations de l'intervention française étaient basées sur une lettre que les forces rebelles avaient envoyée à Sarkozy en avril 2011. Les rebelles offraient à la France 35% du pétrole et du gaz libyen en échange du soutien français à l'insurrection. Comme on peut l'imaginer, il s'agissait d'un moyen non seulement pour la France, mais aussi pour d'autres puissances européennes de réduire leur dépendance vis-à-vis des importations de gaz russe. En outre, dans l'email non classifié numéro 2014 à 20439, intitulé « Le client français et l'or de Kadhafi », envoyé en avril 2011 par un proche conseiller de Clinton, Sidney Blumenthal, la principale motivation de l'attaque française a été approuvée par la Maison-Blanche et était totalement cachée aux autres alliés tels que l'Italie ou l'Allemagne. Le reste de l'histoire est de l'histoire ancienne, une histoire plutôt sanglante et bien connue. Kadhafi a été capturé par les rebelles, torturé, violé avec un bâton en bois, et exécuté d'une balle dans la tête. Tout cela a été enregistré et conservé sur vidéo. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'OTAN a cessé ses opérations et a abandonné la Libye à son destin. Mais une fois que le vieux maître Kadhafi était mort, la course aux ressources libyennes venait de commencer. Les sources américaines ont souligné auprès des différents départements l'importance de ne pas permettre à des pays tels que la Turquie ou l'Italie d'envahir le champ désigné pour les États-Unis, la France et le Qatar. La mort de Kadhafi a suscité des réactions mitigées en Libye.
Il y avait ceux qui se réjouissaient, ceux qui étaient toujours attachés à la mémoire de l'ancien dirigeant, et ceux qui savaient que la crise future ferait regretter l'ancien régime. Ce qui a résulté de la chute de Kadhafi a été dicté par le dualisme historique qui séparait la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Une polarisation qui a conduit à une séparation de facto de la Libye. Avec la montée des groupes islamistes et des petites bandes locales, environ 300 d'entre eux, et la rupture des anciennes alliances entre les différentes tribus dans la partie sud du pays, la Libye est devenue une anarchie où personne n'était réellement au pouvoir et où chacun poursuivait ses propres intérêts. L'histoire nous enseigne que la Libye a été déchirée par 2 guerres civiles. La première s'est terminée avec la mort de Kadhafi en octobre 2011, et la deuxième a commencé en 2014 et se poursuit encore. La vérité est que la guerre n'a jamais pris fin. Elle a toujours continué. Et de la printemps arabe, peut-être un passage à l'hiver arabe. D'un côté, il y avait les forces nationales fidèles au général Haftar, qui s'étaient installées en Cyrénaïque, à Tobrouk. Il s'est rapidement imposé comme l'homme fort en charge, affirmant que le mandat du Congrès général national avait expiré. Haftar était soutenu et financé par les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la France, la Syrie et la Russie. D'autre part, il y avait toute une série de forces diverses qui prenaient le contrôle de la Tripolitaine sous l'égide du gouvernement d'accord national, dont l'ancien Premier ministre, Al-Sarraj, en poste depuis 2012. Ce côté-ci était soutenu par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. Fondamentalement, Al-Sarraj accusait Haftar de vouloir ramener un régime à la manière de Kadhafi, créant ainsi une impasse pour le contrôle du principal gisement de pétrole, ce qui avait suivi la première phase de la guerre jusqu'en 2012, date à laquelle des pourparlers de paix ont commencé avec l'engagement de stabiliser le pays. De toute évidence, des organisations terroristes telles qu'ISIS et Al-Qaïda sont entrées dans le chaos libyen, ce qui n'a pas facilité la résolution du conflit. Cela n'a pas facilité la résolution du conflit. Avec la disparition de Kadhafi, la criminalité organisée a attiré un avantage encore plus grand du trafic d'armes et des flux migratoires de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, créant ainsi une activité très rentable. Avant la Révolution, la Libye disposait des plus grandes réserves de pétrole d'Afrique. Les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique. Le pétrole, qui représentait autrefois 96% des revenus du pays, n'est maintenant qu'un souvenir lointain. D'un pic d'au moins 1 500 000 barils par jour avant la guerre, la Libye a désormais de la chance si elle peut en exporter un quart. Aujourd'hui, la Libye se trouve dans une situation très grave. Personnellement, je ne peux qu'espérer le meilleur pour une nation qui, sur le plan géopolitique, est fondamentale pour la stabilité, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. L'ancienne devise libyenne était la liberté et l'unité. Eh bien, espérons à nouveau qu'elle le devienne le plus tôt possible.